Avez-vous jamais rêvé de braquer une banque, porter des masques de clown et vous faire respecter grâce à des armes à feu? Euh... Bah non, jamais. Eh bien rangez-les et enfilez votre plus beau costard car ce n'est pas le cas dans cette saga. En effet, hein, la saga des Oceans se défait de l'aspect sérieux laissé avant et après elle par bon nombre de films et de séries de braquage. On peut citer par exemple Inside Man, Reservoir Dogs, Baby Driver ou encore La Casa des Papel. Et j'y inclurai même le fabuleux Hit, hein, jonché de scènes plus cultes les unes que les autres. Alors ok, même si Hit est avant tout un film policier, il n'empêche qu'on suit un ou des braqueurs qui organisent et commettent des braquages, et jusqu'ici il n'est pas risqué de dire que le film rentre dans la définition donnée juste avant. Alors oui, j'ai volontairement ultra condensé le résumé du film car je ne veux pas spoil toutes ses subtilités, et en tout cas c'est un film à voir absolument, qui mériterait bien sa place dans ce format. Mais très de grivoiserie, et revenons à nos moutons. Comme j'ai pu l'entendre, la saga des Oceans se détache de cette image violente et quelque peu terrifiante quand on parle de braquage, mais il faut savoir que ce n'est pas la seule à tenter ce pari risqué. En fait, il faut savoir que le premier film de la saga n'est à la base qu'un remake. Adapté par Steven Soderbergh, il reprend carrément le titre du film, hein, Ocean's Eleven pour le titre original, et L'inconnu de Las Vegas pour la version française. Réalisé par Lewis Milestone et sorti en 1960, le film rencontrera un grand succès notamment grâce à son casting, mais sera très moyen niveau réalisation et scénario. Et c'est d'ailleurs ce que Soderbergh a voulu modifier. In the Oceans film, I felt there was a lot of freedom there because the original film is more famous than it is actually good. And so I felt there wasn't we were not restricted by having to reproduce that because it was, in my opinion, not a fantastic piece of screenwriting. And so to just start over again seemed like a good idea. That original film was more about the feeling amongst the characters, and that's what we wanted to try and reproduce. Il faut quand même dire que le film original a très mal vieilli, avec son humour lourd et ses réflexions misogynes, le film aujourd'hui repousse, et je dois quand même avouer que c'est en grande partie pour cela que je n'ai pas pris la peine de le regarder. Alors ça fait peut-être pas très sérieux pour cette vidéo, je l'admets, mais quelques images de la bande-annonce vous montrent un bel aperçu de ce à quoi le film ressemble. Oh, Danny, what a prize you are. The only husband in the world who'd proposition his own wife. Well, I married you once and it didn't work out too well, so what's wrong with a little hey-hey? Et ce que j'ai justement aimé dans la trilogie de Soderbergh, c'est qu'il nous dépeint des personnages complexes, mystérieux, drôles, affectueux, tout autant que des personnages étranges, détestables ou sournois, et ce, quel que soit le sexe. Même si à l'écran il est vrai qu'on voit majoritairement que des hommes, la femme est justement mise en valeur, hein. Elle est forte, elle est intelligente, elle se suffit, elle est capable de gérer seule le travail d'un groupe entier. Même si, attention, loin de moi l'idée de dire que la trilogie fait évoluer les mentalités, on peut même dire qu'elle régresse dans le troisième film. Et de toute façon, ce n'est pas ce que voulaient les réals, hein. Ils ne voulaient pas qu'un personnage soit plus mis en lumière que les autres, et ça se ressent jusque dans les films, les acteurs en parlent eux-mêmes. There's a fun thing about that gang is there was literally no ego involved in it, and there's a funny thing you see, and you can see it in the way that the scenes play. There was no actor in those scenes trying to steal scenes. They're all kind of actively trying to hand it to the other guy. No, you got the funny bit, or you do this, and so there was such generosity of spirit and throwing things away in such a way that it's so easygoing and so fun. A savoir que les acteurs se sont rencontrés dans le tout premier film, hein, et se sont tellement bien entendus que c'est carrément devenu un groupe de potes. Toute la bande ainsi que Steven Soderbergh et Jerry Weintraub, le producteur de la trilogie, se sont tellement bien trouvés qu'ils continuent même aujourd'hui à se côtoyer. And those guys, I've done a lot of movies with Brad and Matt over the years because of that. But that was my first meeting of them. And the very first day we got together, it felt like, it just felt easy and fun. I think probably the Oceans movies, they shouldn't have paid us to do those movies. We were having way too much fun. Just every day on set with George and Brad and Don, I mean, it was a very, very kind of light atmosphere. I just remember laughing all the time. We would have to stop laughing in order to get the shots because we were just having too much fun. It's like a movie with friends, a big, giant movie with friends. Jerry Weintraub, our producer, who has passed away now, used to say, we're robbing a bank because we couldn't believe that we would get a paycheck every week for having that much fun. I've been very fortunate when I look back over all the films that I've been a part of, and not just that, the television that I've done. I've had the opportunity to work on good things with people that I'm still close to years and years later. As an example, what would you? Well, the Oceans films, for sure,
I've stayed very close with Matt and George and Brad and just saw all of them a couple days ago. Et c'est pour ça qu'il y a une telle dynamique dans les films, hein. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils se vannent autant dans la vraie vie qu'en interview. Il y a tellement que je pourrais pas tous les citer, mais voici quelques interviews refs et anecdotes qui matchent bien leur entente. Exactly. The whole idea of doing this movie, from day one, minute one, did you sort of know? It's a bad idea. Bad idea. It was a bad idea. I'd like to apologize now for it. But we've changed the title. Oh dear. Is that right? Yeah, it's Harry Potter 2. Good Yeah, thinking. thanks. Good plan. Well, that comes to Jerry. When you've got, when everybody's famous on your set, how does that change the atmosphere and how much discipline Well, you have they're to very, install? very difficult. They want bigger trailers and more course. clothes and I'm more still pissed off wardrobe about people my and trailer. more makeup people and more entourage. Horse. I got to a point where I had to about horse. Well, when you have to be funny, Matt, Yes, within I an know. ensemble, within an ensemble, how can you quantify your humor when it's very snappy and Could there's I? a lot of people? Brad wants to answer. You get 2 more points in the exam. Matt has no humor. Good. Sadly, that's true. He had his humor surgically removed. Well, I thought it was the healthy thing to do. I was born with a big humor. Well, seeing you guys today and seeing the movie is just an indication that there was a lot of spontaneity and a lot of improvisation, personal jokes. Is it true, or would Mr. Soderbergh argue that it was very controlled improvisation? No, it was all improvised. The whole picture. No script, There was no script. There was no We just showed up every day. We just went to Europe and we said, let's play some jazz. Let's make it happen, baby. Then you say something, and then you throw something in there. Oh. And then you throw something in there. The film, when you see the film, you feel these guys are very close friends. I would like to know if shooting brought you, or you were friends before. Or no, that's called acting. Yeah. And as I say, when you get professionals such as ourselves, we can convey We any can lie fake friendship. that we wish to convey. We'll say here and now, we, as actors, got along okay when we saw each other. But as people, we don't see each other very well. We don't know each other. Si vous connaissez l'acteur Matt Damon, vous savez probablement quel est le rôle principal dans les films Jason Bourne, plutôt tourné du côté action-espionnage. Après avoir terminé le deuxième volet The Bourne Supremacy, Matt Damon attaquait le tournage du deuxième opus Defi Motions, et nos acteurs n'ont pas tardé de nous le rappeler. Yeah. We had a real problem with Damon. I mean, he used to be such a nice kid, and then Supremacy hit, and it was a huge After hit. Supremacy hit, he was like, hey man, I'm a big hit. Right. So every time we had lines, we'd be rehearsing, he'd go, I'll take that line. All the good lines. I'll take Boom, that line. That one's mine. Yeah. So that was tough. I mean, it was hard And to Steven use, was scared to go against him because he was, he's Jason Bourne. Yeah. I'd kill you with a magazine. You don't want to. You learned, as an actor, you learn a lot of physical stuff. Yeah. Wow, Jason Like Bourne. this all the time, right? Yeah. Like, you just turn around. He's coming. And at Steven's just a director. I mean, he's not Problem. used to any kind of self-defense, like wax on, wax off. Yeah. No. Yeah. So we worked with Steven afterwards, and I think that won't happen again. That's all I can say is, Soderbergh's like. On peut aussi citer quelques-unes des nombreuses anecdotes de tournage, même dans des interviews destinées à d'autres films, comme ici, Oppenheimer. It feels to me like it was everyone's so disciplined with this, everyone took it on. Who would you say was most likely to sleep in and be late to work? Nobody's late to Chris Nolan. Nobody's late. Do actors do fines and that? Because if you see like football players or stuff like that, if you're late to training, they'll do like a little fines jar or anything. Yeah, like that. no, we don't do that. But it is. I remember on like the Ocean's 11 movies. Yeah. We really everybody was always 10 minutes early because you didn't want the last person to show up got a round of applause. Did they? So that was. So which is worse than a fine, Yeah. right? When you walk in and 11 other people are clapping you out, you're like, oh man, this is bad. Et je pourrais notamment vous montrer l'une des nombreuses histoires que je ne connaissais pas avant de faire mes recherches. En voici une rien que pour vous. Then we went to Europe and did 12, and we shot some of it in Lake Como, which was my hometown. And Brad sent out a memo to all the people in the town, my town. I'd lived there for years. But he had it posted on telephone poles and said, the movie is coming to town, and please only address George Clooney as Mr. Clooney, or in his character name of Danny Ocean, and don't look him right in the eyes. So the papers was like, El Divo, George Clooney is El Divo. It was a horrible story, which I later got him back for.
Brad Pitt qui d'ailleurs, après s'être fait passer pour George Clooney, dira de lui qu'il est complètement fou aux journalistes. That, you know, Clooney was slumming and listen, whatever he needs to believe, we just allow him to do it because he's out of his mind. Clinically, yeah. We have several interventions for him too. He's weekly in Vegas. They didn't take. We're worried about his soul. Pour le dénouement de tout ça, Clooney colle un autocollant sur la voiture de Brad Pitt, disant quelques mots qui pourraient me faire démonétiser instant. Mais il faut savoir que de leur rencontre n'est pas que le fruit d'une grande amitié, et au lieu de vous l'expliquer, j'aimerais vous laisser le découvrir. Explain what that's about, because that's complicated. Yeah. Well, you know, George, you know, it's kind of his brainstorm. He was sitting at his house in Como where he's sequestered basically because there's 1,000 paparazzi that just live around his house. Right. And anywhere he goes, he's just fodder. And he said, it's amazing that these guys can point a picture, can stick cameras and look at me all the time, and we can't watch what's happening on the border. Why can't we put a camera up in the air and, you know, see what's happening on the border between Darfur and Chad and see these atrocities that are happening? And, you know, John Prendergast, who I wrote the book with, said, well, that would be called spying. He said, well, is it spying if I do it personally? If a government does it, yeah, but if a citizen does it and I can afford a satellite. And so we raised this money, and he does 4 or 5 speaking engagements a year to raise the money for this. And there's a satellite now in the air, and we've been able to document mass graves and troops amassing on the borders, and this stuff goes right to the International Criminal Court to support cases that they're going to do to try these war criminals. Et vous l'aurez compris, hein, c'est en 2008 que sera cofondé l'ONG Not on Our Watch par tout ce petit beau monde et sera ensuite rebaptisé The Century en 2019. Et j'avoue que lors de mes recherches, je ne m'attendais pas à trouver de tels projets, et je pense pas vous surprendre en vous disant que de voir de telles choses aboutir grâce à un film, eh bien ça me fait quelque chose. Alors pour ceux ou celles qui aimeraient creuser le sujet, je mettrai quelques liens dans la description pour vous aider dans vos recherches. Ceci étant dit, reprenons là où on en était. Car au-delà d'avoir été parodié si subtilement dans un épisode de Rick et Morty, ce sont à chaque fois des films très durs à réaliser. Et avant de développer cette idée, je dois vous expliquer un terme assez important pour comprendre la prochaine interview, un MacGuffin. Pour essayer de faire simple, le MacGuffin est l'idée, l'objectif, le prétexte qui va être un moteur dans l'intrigue d'un film. En général, les personnages principaux courent après quelque chose durant tout le film, ce qui n'est pas forcément le cas du spectateur. Car ce qui fait qu'un film est intéressant à regarder, c'est l'évolution des personnages, hein. L'intrigue principale, elle, est assez secondaire. Car le plus important dans un MacGuffin n'est pas l'objet ou le résultat en tant que tel, mais plutôt ce que le ou les personnages sont prêts à faire pour pouvoir l'atteindre. Cette idée vient initialement d'Hitchcock, qui nous donnera un exemple tout simple, les films de braquage et les films d'espionnage. Le MacGuffin d'un film de braquage serait des bijoux, de l'argent, alors que celui d'un film d'espionnage serait des documents. Pour vous donner quelques exemples supplémentaires, le MacGuffin Inception, c'est une banale concurrence entre 2 multinationales, hein, alors que le MacGuffin Il faut sauver le soldat Ryan, et ben c'est Ryan lui-même. Celui de Pulp Fiction, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, bonjour les haters, c'est l'attaché Case, hein, alors que le MacGuffin de Rick et Morty, et ben c'est Rick lui-même. Parenthèse terminée, reprenons là où on en était, où je vous disais que les films d'Ocean c'était très dur à réaliser. Hard to believe that this year is the 20th anniversary of Ocean's 11, and I was speaking with George Clooney a couple of months ago for his latest film, and he mentioned about how difficult films like that are to make. He was saying, you know, he goes, they look fun and everyone goes and you enjoy them, but you have no idea how difficult it is to pull off a film like that. And I happen to think I would put it in my very small folder of perfect films. I think it's a masterpiece. I'm sort of curious, what is it about a film like that that is surprisingly difficult to pull off? There's so many ideas that are being serviced, so many characters that are being serviced. So it's an even more elaborate version of what I was talking about with No Sudden Move, which is how much information are we putting out there and in what sequence to keep people sort of pulling through it? How do we make sure that everybody has a moment? Is the MacGuffin working? If not, what do we have to do to shore that up? And the whole point is, you know, it's supposed to feel breezy. Yeah. And the real world experience of the Ocean's movies, for example, for me as a director, is that they're very hard, and I don't storyboard. So I'm building it on the fly, and I'm sure some people would be horrified to hear that. But honestly, it's kind of it's driven by a lack of imagination, in the sense that until I've seen it, I don't know how I want to shoot it. And when I say until I've seen it, I mean, we're on set,
You are in your costumes and we're blocking. Et c'est ce qui est d'ailleurs arrivé au tournage d'Ocean's 13. Pour une scène du film, les acteurs devaient se retrouver en cercle autour d'un plan. Le problème étant qu'il devait se faire dans une foreuse, donc un espace très restreint. Après plusieurs tentatives, Soderbergh n'était toujours pas convaincu de ses prises, alors il décida de faire tout autrement. Il virera tout le monde du plateau le temps de réfléchir et trouvera un moyen plus subtil d'ajouter du plus à cette scène. En fait, il remplacera carrément la table sur laquelle il y avait le plan par la caméra, ce qui rend super bien dans le film d'ailleurs. Et le résultat en vaut la peine, on peut même dire que c'est une grande réussite. D'un point de vue rentabilité, la trilogie aura coûté au total 350 millions de dollars et aura rapporté plus d'1 milliard de dollars, ce qui est plus que Retour vers le futur par exemple. Et même si certains films sont moins réussis que d'autres, les résultats sont là, hein. Les gens aiment les films de braquage, surtout quand ils sont drôles, classe, des films originaux à les voir en famille. Et si encore une fois ce qui se démarre dans les films d'Ocean's, hein, les films ne sont pas réservés à une niche, sans violence et sans se prendre au sérieux, les films s'adressent à tout le monde. Mais en regardant de près les chiffres et l'ambiance générale des tournages, on est en droit de se poser une question, pourquoi ils n'ont pas continué d'en faire? Et avant que les fans hurlent, hein, oui ils en ont fait un nouveau il y a quelques années que j'ai bien apprécié d'ailleurs. Mais ce n'est pas le même réalisateur ni les mêmes personnages, ce n'est pas la même ambiance, et c'est pourtant ce qui a fait la beauté de la trilogie. Et si tout le monde s'entendait bien sur le plateau, il faut savoir que l'une des raisons pour lesquelles les suites ne se sont pas faites est la mort de certains au cours de ce projet. Jerry Wintrow, Bernie Mac, Kyle Rayner, autant de noms que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui auront énormément apporté dans de nombreux films et dans le monde du cinéma. Et c'est d'abord la mort de Bernie Mac qui stoppera à Soderbergh et à la majorité de la bande l'envie de faire une suite. Plus tard, Jerry Wintrow et Kyle Rayner passeront l'arme à gauche eux aussi. Des amitiés sincères qui auront au-delà des films, c'est ce que j'aime dans le monde du cinéma et qui a l'air pourtant si rare aujourd'hui. Car il n'est pas rare aujourd'hui de voir des suites s'enchaîner pour pomper ce qui reste de pognon, quitte à carrément faire jouer des acteurs et actrices mortes dans les nouveaux films. Et c'est d'ailleurs presque blessant de voir des licences qu'on aime évoluer de la sorte, c'en est presque insultant. Évidemment, certains films restent très respectueux de la mort de ces acteurs. Ils leur rendent extrêmement bien hommage et me font parfois verser quelques larmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'éventualité d'une suite après 20 ans reste assez floue. Certains veulent, certains ne veulent pas. En tout cas, moi je reste à l'affût et je serai le premier à aller la voir en salle. A noter que je ne parle pas ici de préquel ou de spin-off, car oui, si vous ne le saviez pas, un préquel d'Ocean's 11 est bien prévu, et je reste assez curieux du résultat. Au passage, je vous en parle depuis pas mal de temps, mais je vous ai toujours pas présenté la saga en tant que telle, alors allons-y. La saga Ocean se compose en fait de 4 films, une trilogie réalisée par Steven Soderbergh entre 2001 et 2007, en plus d'un film réalisé par Gary Ross en 2018. On y suit un groupe de 11, de 12, de 13, de 8 personnes, d'où les titres des films d'ailleurs, qui s'organisent pour faire des casses. Et même si le synopsis peut paraître très futile, il faut quand même se dire que c'est l'une des forces des films, on met plus d'importance aux personnages et à leurs relations, plutôt qu'au cast lui-même. Le spectateur découvre cet univers et ses codes autant que le personnage. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est beaucoup plus simple de s'identifier à Linus au fil de la trilogie. C'est un nouveau qui apprend au fur et à mesure les ficelles du métier. C'est des films qui se le classent, et même si les décors et les costumes peuvent paraître plats et superficiels, les personnages ne le sont pas, c'est d'ailleurs les seuls à ne pas l'être dans tous les films. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Car je l'aime cette saga, je l'adore, c'est mon père qui me l'a fait découvrir vers mes 11 ans, donc l'affect y joue forcément pour beaucoup. Et c'est d'ailleurs en faisant des recherches pour cette vidéo que mon amour pour la saga s'est décuplé, c'est d'ailleurs aussi pour ça que je ne peux que vous conseiller de regarder le premier film, Ocean's 11. Pour exemple, si vous avez déjà vu le film, vous savez probablement qu'il n'y a pas une scène où on ne voit pas Brad Pitt manger quelque chose. Eh bien dites-vous que c'était pour imager le fait que le personnage bouge beaucoup, et qu'il n'a pas le temps de se poser. Ou encore dans l'avant-dernière scène du premier film, on a demandé aux acteurs de quitter le plateau quand ils le souhaitaient, ce qui rend très naturel pour le coup. C'est d'ailleurs le plus et le moins expérimenté qui sont les derniers à partir. Et après l'avoir regardé une énième fois, j'en suis venu à me dire que le premier film et la franchise ont tous deux assez bien vieilli, alors qu'ils ont maintenant 22 ans. Et on peut dire la même chose d'ailleurs de quelques films qui sortaient la même année. Et après avoir beaucoup réfléchi, j'en suis venu à me dire qu'il fallait que j'arrête cette vidéo ici, ne serait-ce juste pour éviter de vous spoil, car je pourrais en parler indéfiniment. Au passage, j'aimerais continuer cette série de vidéos, et si c'est possible, pas sur le même créneau des boîtes de code d'Antoine Daniel. Alors n'hésitez pas à faire vos retours et remarques dans les commentaires. Allez, merci de m'avoir regardé, c'était un type parmi tant d'autres et je suis heureux de vous avoir connu.